2 fois plus vite que le PIB. C'est quand on fait des statistiques sur les 40 dernières années, c'est ce qu'on trouve. Ça, d'ailleurs, ça marche aussi pendant les périodes de récession, mais ça c'est un peu moins drôle. Et on peut même se demander s'il n'y a pas des fondements un peu théoriques à ça, avec des théories un peu d'attraction newtonienne entre deux autres. Certains pensent que ça c'est le cas. Là, évidemment, dans une attraction newtonienne, il y a le carré de la distance ou le carré du coût. Donc, notre équation de croître plus vite que les richesses mondiales parce qu'on rapproche de 2 centres de richesse. Je vois ici quelqu'un avec qui il y a un certain temps travaillé sur ce genre de modélisation de l'économie du transport aérien. Il faut évidemment pour que l'exposant 2 du numérateur ne soit pas mangé par un exposant 2 du dénominateur, donc le coût du transport croisse nettement moins vite que la richesse mondiale. Et dans notre métier, une bonne part des coûts vient du coût du carburant, et donc il faut aller chercher de l'efficacité énergétique. C'était vrai même avant qu'on prenne conscience des défis environnementaux qui, dans notre cas, tirent dans le même sens. Donc, il ne faut jamais oublier, on n'oubliera jamais, que dans ces 40 dernières années où le transport aérien a pris 2 fois plus vite que la richesse moyenne mondiale, dans le même temps divisé par à peu près 4 la consommation ou l'empreinte carbone par passager et par kilomètre parcouru. Avec les défis d'aujourd'hui où on sent qu'il y a toujours une demande, on tourne en ce moment à du 5,5% de croissance de trafic dans le monde, toujours une demande extraordinaire. Il faut arriver à poursuivre cette pente de progression, sachant que dans la physique, il y a quand même des branches asymptotiques. Ça va demander un certain nombre de ruptures. Alors, là-dedans, la propulsion, alors c'est comme les manifestants dans une manifestation, selon les motoristes, nous avons apporté jusqu'aux 3/4 des gains. Selon les avionneurs, c'est qu'un petit 50%, donc la vérité doit être un peu entre les deux. À la limite, peu importe, mais on a tous conscience que la propulsion a été et demeurera un acteur important du progrès. Comment on a fait ça? On a joué sur 2 tableaux. D'abord, ces décennies qui sont derrière nous, et même si l'intégration du système propulsif dans l'aéronef a toujours été un sujet extrêmement important, il était quand même plus des progrès par domaine que des progrès d'intégration, d'optimisation complète du système, et c'est peut-être ce qui va changer le plus fondamentalement dans les décennies à venir. Et donc le motoriste, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de jouer sur les 2 niveaux de rendement, le rendement de la machine thermique elle-même, et puis le rendement de transmission de l'énergie thermique dans l'énergie cinétique de l'avion. Le rendement thermodynamique du moteur lui-même, c'est une histoire de simulation numérique, c'est une histoire un petit peu de matériaux. Il est assez vite finalement arrivé à des niveaux, pas de 100%, mais très élevés, dans lesquels le dernier pourcent coûte très cher. Le message là-dessus, c'est, et vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent, c'est qu'il ne faut pas voir un turboréacteur comme une affaire de purement d'aérodynamique. Dans les environnements sévères et contraints que rencontre un turboréacteur, on peut considérer qu'à la louche,
1% de jeu, 1% de hauteur de veine de jeu en plus ou en moins de jeu donc entre le sommet de lobage et le carter, ça pèse 3 points de rendement et 7 points de marge de comptage. Donc bien sûr, il faut de la bonne aérodynamique, mais le moteur, c'est pas une surprise, c'est un système. C'est un système thermique et mécanique. Et maîtriser ces jeux entre rotor et stator et donc la vraie performance vue par le client et l'opérabilité du moteur, ça demande, et c'est peut-être ça qui a le plus progressé en profondeur, ça demande donc une approche, une conception globale et la meilleure aérodynamique dosage du monde. Si elle n'est pas dans un environnement où on maîtrise le jeu rotor-stator, elle mène à des grandes déceptions. Bon, comme thermodynamiquement, on n'est pas à 100%, mais les derniers pourcents coûtent très très cher. L'effort, depuis déjà presque 30 ans, il s'est porté principalement, vous le savez, sur le rendement de propulsion, avec d'ailleurs des conséquences extrêmement lourdes sur la machine thermique elle-même. Pourquoi ça? Parce que le principe de la propulsion à réaction, c'est très simple, c'est très sympa, mais je ne vais pas vous refaire le cours. Quand vous mettez l'énergie de l'impulsion délivrée par le turboréacteur divisé par l'énergie cinétique transmise au gaz, et tout ça, ça fait un A2 moins B2 quelque part. Bon, et vous trouvez que ce rendement de propulsion, il fait 2 fois V0, la vitesse de l'avion, divisé par la somme de la vitesse de l'avion et de la vitesse d'éjection des gaz. Cette chose-là tend vers 1 si on fait tendre la vitesse d'éjection des gaz vers la vitesse amont de l'avion. Le problème, c'est que l'impulsion délivrée à ce moment-là est égale à 0. Donc, pour sortir du dilemme, qu'est-ce qu'ont fait les motoristes? Ils ont fait des moteurs qui brassent de plus en plus d'air et qui l'accélèrent de moins en moins. Donc, une tendance vers l'accroissement des taux ce qu'on appelle des taux de dilution, c'est-à-dire un rapport de l'air qui subit simplement la compression détente dans le flux secondaire, la soufflante, par rapport à l'air qui subit le cycle complet de Carnot et qui entraîne la soufflante. Ça fait des moteurs de plus en plus haut en diamètre, de plus en plus lourds, de plus en plus difficiles à intégrer dans l'avion, n'est-ce pas, hein? Mais c'est comme ça que sur les 30 dernières années, la communauté a fait progresser d'une manière spectaculaire la performance propulsive. Alors sur le petit schéma, vous devez avoir